Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Rebonjour pour les auditeurs qui nous écoutaient déjà. J-7, nous sommes à 7 jours du second tour des élections rectorales du Liège. Nous ne parlons pas de politique, mais quand même d'une élection et pas n'importe laquelle. Celle du prochain patron de l'Université de Liège. Dans 7 jours, nous connaîtrons le nouveau nom du nouveau recteur pour les 4 prochaines années, normalement. Et ce recteur, sans doute, est à côté de moi, mais je ne sais pas encore s'il est à ma gauche. Albert Corré, bonjour. Bonjour. Ou s'il est à ma droite. Pierre Volpert, bonjour. Bonjour. Vous êtes les finalistes, les candidats au poste de futur recteur. Et c'est un peu comme en France, lors de l'élection présidentielle. Il y a déjà eu un premier tour. Pierre Volpert, vous avez remporté le premier tour avec 39,53% des voix. Albert Corré, vous êtes le recteur sortant, vous êtes recteur depuis 4 ans. Votre score au premier tour, 26,49% des voix. Messieurs, vous avez 1 heure pour débattre. Sans musique, sans publicité, pour exposer vos idées, votre vision de l'Université de Liège, du Liège, pour les 4 prochaines années. Ce débat est en partenariat avec la Libre Belgique. Il est retransmis en radio sur RCF, mais aussi sur Radio Prima, la plus multiculturelle des radios liégeoises, et sur 48 FM, la radio universitaire. À mes côtés, Paul Vaught, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à la Libre Belgique. Anne Gerdet, bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiante en journalisme et vous êtes journaliste sur 48 FM. Philippe Cochineau, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'antenne sur RCF et Régine Skersman, vous êtes rédactrice en chef sur RCF. Le prochain recteur entre en fonction le 1er octobre pour un mandat de 4 ans. Il y a 4 ans, en 2014, vous étiez déjà les 2 candidats finalistes. Face à Pierre Volpert, c'est Albert Corré qui l'avait emporté. Première question, pour Pierre Volpert, Albert Corré a-t-il tenu ses promesses de campagne de 2014 ? Il faut voir quelle promesse. Bon, je pense qu'il y avait beaucoup d'espoir dans le rectorat d'Albert Corré quand il a été élu. Il avait une équipe qui le soutenait. Bon, les choses ne sont pas tout à fait passées comme attendu, parce que notamment une partie de son équipe a décidé de ne plus travailler avec lui. Donc là, de ce point de vue-là, je pense que les promesses n'ont pas été tout à fait tenues. Donc vous êtes déçu. Albert Corré, en quelques mots, quelles sont vos grandes réalisations, les projets que vous souhaitez mettre en évidence, que vous avez réalisés depuis 4 ans ? Donc, dans mon programme en 2014, j'avais prévu de réformer l'université, à savoir entamer une réforme de la gouvernance en termes d'enseignement et de recherche pour la rendre beaucoup plus transversale et performante. Ce qui a été fait, ça a pris du temps. Et puis la deuxième étape était de faire un plan stratégique institutionnel qui a demandé un plan stratégique facultaire en enseignement et recherche. Et la suite, évidemment, c'est l'adaptation, si je puis dire, des ressources administratives par rapport aux besoins en enseignement et recherche. Et c'est l'étape où je suis aujourd'hui. Voilà. Donc pour moi, les choses se déroulent. Nous sommes ici à un peu plus de 3 ans de mon premier mandat. Les choses prennent du temps. Tout cela demande beaucoup d'efforts. Donc moi j'estime que je suis complètement dans ma ligne de conduite telle que j'avais définie en 2014. Donc je n'ai aucun problème et je pourrais bien entendu m'expliquer sur le départ de mes 2 vice-recteurs. ULiège, c'est le nom de l'Université de Liège. Alors détaillons-la en quelques chiffres. 3 villes, 4 campus, le centre-ville, le Sartillement, mais aussi Gembloux et Arlon. Il y a 11 facultés, la médecine, le droit, l'architecture notamment. Et il y a environ 23 500 étudiants l'an dernier, 2150 étudiants doctorants, 5200 employés et en plus 5000 employés au CHU. Alors si l'on compare, c'est quasi le même nombre d'habitants que la ville d'Herstal. Et l'un des plus grands employeurs de Wallonie, peut-être même le plus grand. Quelle est votre vision pour l'emploi à ULiège ? Est-ce qu'il faut augmenter l'emploi ? Est-ce qu'il y en a trop actuellement ? Pierre Volpert. Trop, je ne dirais pas. Augmenter, ça va dépendre un peu de l'évolution de l'université. Je crois que l'université doit se développer. Maintenant, notre emploi est financé par des sources différentes. Il y a d'abord, évidemment, ce qui nous vient de la Fédération Wallonie-Bruxelles avec nos allocations de fonctionnement, et puis nos activités de recherche financées par différents organismes publics ou aussi par des entreprises. Bon, au niveau du financement public, les possibilités d'augmentation importantes sont quand même limitées, il faut bien s'en rendre compte. Du côté du financement de la recherche, il y a encore des possibilités. Mais je ne crois pas qu'on aura une croissance importante de notre emploi. Albert Corré, au niveau de l'emploi ? Mais au niveau de l'emploi à l'université, nous ne sommes pas le plus gros employeur. Je pense qu'il y a des plus gros que nous, mais nous sommes dans les plus gros.
ce qu'on pourrait d'ailleurs déplorer pour l'ensemble de la région de Liège, mais ça c'est un autre problème. Au niveau de l'emploi, nous avons comme une grosse partie université qui est financée par la communauté française en termes d'enseignement et de recherche. Et à côté de cela, il y a toute la recherche appliquée qui est souvent financée par des organes extérieurs, par des contrats. Et donc là, c'est une grosse partie, ça double le budget de l'université. Mais à côté de cela, il faut également faire en sorte, savoir que l'université, via la valorisation de sa recherche, a généré beaucoup d'entreprises sur le côté. On a un parc scientifique dans lequel se retrouvent des spin-offs de l'université qui ont généré, elles aussi, des centaines et des centaines d'emplois. Donc l'université, c'est non seulement une institution d'enseignement et de recherche, mais c'est également un moteur économique, un moteur culturel, un moteur social pour la région. Paul Vaught, journaliste à la Libre Belgique. Bon, on a quand même connu beaucoup de cas de professeurs qui n'ont pas été remplacés quand ils sont arrivés à l'éméritat. On a quand même le problème des chercheurs ou de beaucoup d'entre eux qui doivent se contenter de statuts précaires. Bon, on sait bien évidemment qu'il y a derrière cela le problème du financement de l'université, mais enfin bon, est-ce que ces faiblesses-là, ces handicaps-là, à terme, ne vont pas vraiment constituer un danger pour l'avenir de l'université, pour l'avenir de la recherche ? Albert Corret, pour cette réponse. Alors, oui, le financement, nous savons tous que le financement des universités a eu des faiblesses. En fait, on a été définancé. Alors, le ministre Marcourt a fait des efforts assez considérables ces dernières années, mais qui ne remettent quand même pas à flot, je dirais, à un même niveau que l'enseignement secondaire, au minimum, qui a été bien financé, l'ensemble de l'enseignement supérieur et plus particulièrement les universités. Alors, il est vrai qu'on doit un peu appliquer certaines règles de rationalisation à un moment donné. Maintenant, on ne remplace pas systématiquement les professeurs, mais le non-remplacement est très faible, disons-le quand même, puisqu'on se base sur les départs naturels, si je puis dire, uniquement, et qu'on se pose chaque fois la question, dans quel domaine doit-on remplacer un enseignant qui s'en va ? Et pour moi, c'est vers cela qu'on doit aller aussi. Et je pense que c'est une manière de faire en sorte que l'université puisse toujours s'ajuster par rapport aux besoins. C'est la même chose pour la recherche, c'est la même chose pour le personnel administratif. Donc c'est vraiment une manière de se remettre constamment en question par rapport au développement et aux besoins en termes d'enseignement, aux besoins en termes de recherche et aux besoins sociétaux finalement. Pierre Volpert, par rapport à l'emploi, votre vision ? Mais on vient d'en parler. Oui. Donc, je voudrais insister aussi sur le Est-ce qu'il faut remplacer quelqu'un qui s'en va automatiquement ou pas ? Est-ce que vous allez rationaliser si vous arrivez au poste de recteur ? On a parlé de l'emploi global dans l'université, qui est une chose. Maintenant, la question de quels emplois et où les mettons, c'est une autre question. Alors, ce qui s'est passé ces dernières années, c'est qu'on a travaillé avec des règles très mécaniques. 2 pour 3, quand on a un remplacement de professeur. On dit on voit les domaines, oui, on les revoit un petit peu, mais ça reste toujours dans le même environnement, dans la même faculté, dans le même département. Donc il n'y a pas de changement important. Et cette règle mécanique s'applique de façon uniforme, ce qui est un problème. Parce que ces dernières années, il y a des départements qui ont vu beaucoup de départs, simplement à cause de la pyramide des âges, d'autres beaucoup moins. Donc les réductions se font de façon tout à fait non équilibrée. Et je crois que ça, c'est un problème, parce que finalement, ce n'est pas une vraie stratégie de développement d'université. Selon les classements, ULiège, l'université de Liège, est classée entre la 300e et la 400e meilleure université au monde, loin derrière les universités américaines ou britanniques, qui se partagent les 15 premières places. Aujourd'hui, que manque-t-il à ULiège pour briller davantage, Pierre Volpert ? Briller dans les classements, c'est avoir une réputation internationale. C'est développer sa recherche et son enseignement. Alors, si on regarde globalement le nombre d'universités qui existent, on peut dire que notre classement n'est pas désastreux, mais il n'est pas aussi bon qu'il pourrait être. La Flandre est largement devant l'université de Liège. Alors, si on regarde ce que font les universités flamandes, alors on dit toujours qu'il y a les moyens. Oui, c'est vrai que les moyens ont de l'importance. Maintenant, il y a ce qu'on en fait et comment on gère son université. Si on regarde les universités qui ont progressé dans les classements, et donc toujours il y a des politiques très actives pour dire, voilà, nous devons bien recruter, nous devons laisser notre personnel travailler dans les meilleures conditions possibles et développer leurs activités. C'est ça que je crois pour progresser dans les classements. Ce n'est pas une question de petits calculs de ce qu'on fait exactement, c'est une question d'avoir des politiques solides au niveau, effectivement, de la gestion de notre recherche. Et ce n'est pas le cas pour l'instant à l'université de Liège ? Je pense que non, parce que pour l'instant, on n'est pas attractif au niveau recrutement. On met des freins au recrutement. Vous savez, on a cette règle qui dit, voilà, quand on recrute quelqu'un, après 3 ans, on se pose la question, est-ce qu'on a bien fait d'ouvrir le poste dans lequel il est ? Alors, évidemment, les gens s'attendent à être évalués sur ce qu'ils ont fait,
mais pas s'attendre à être évalués sur le poste sur lequel ils ont été... Pardon, qu'il y ait une évaluation du poste qui a été ouvert. Expliquer à quelqu'un, vous allez venir travailler chez nous, et on va, dans 3 ans, bien sûr, on va regarder ce que vous avez fait, mais avant ça, on va se demander, est-ce qu'on a bien fait d'ouvrir le poste? Et on peut vous mettre dehors, même si vous avez très bien travaillé. C'est un frein au recrutement. Paul Vaud, journaliste à la Libre Belgique. Oui, pour expliquer ce classement, évidemment, on sait aussi toutes les critiques qui peuvent être faites sur la méthodologie des rankings. Nous ne les ignorons pas, mais est-ce qu'une des données du problème n'est pas que, bon, qu'on le veuille ou non, l'anglais est la langue indispensable pour rayonner sur le plan international, oui, et que les universitaires flamands publient beaucoup plus en anglais? Je ne dirais pas ça, parce que nos universités francophones publient très très largement en anglais dans les domaines qui s'y prêtent. Tout ce qui est domaine scientifique, bon, en général, dans les domaines littéraires, c'est différent, mais dans tout ce qui est sciences médicales, sciences de la santé, sciences et techniques, bon, les publications sont quasi exclusivement en anglais. Donc là, il n'y a pas un problème par rapport à ça. D'ailleurs, l'anglais est largement utilisé dans l'université. Nous avons, par exemple, dans la faculté des sciences appliquées que je dirige pour le moment, des masters qui sont totalement en anglais. Albert Corré, monsieur le recteur, puisque vous l'êtes actuellement, est-ce que c'est normal que Liège soit 300e, 400e meilleure université au monde, loin derrière les universités flamandes? Mais loin derrière, si vous prenez le chiffre 1 à 300, oui. Si vous mettez 300 sur des milliers, la réponse est non, et on se tient dans les mouchoirs de poche, ce qui fait qu'on peut très facilement, évidemment, avancer ou reculer d'un certain nombre de places. Mais ce n'est pas ça le plus important. Les universités en communauté française, disons-le, sont moins bien financées que les universités de la communauté flamande et sont moins bien financées que des universités comme des universités anglophones. Donc c'est un problème de financement, alors? C'est en partie un problème de financement, il faut le dire. Donc il faut pouvoir mettre tout de front, à savoir avoir un enseignement de qualité, avoir une recherche de qualité également. Et c'est là la difficulté, évidemment. Et je dois dire que avec les moyens dont nous disposons aujourd'hui, je crois que nous sommes très, très performants. Alors, doit-on être meilleur dans les rankings? D'abord, quel ranking? Nous avons beaucoup de sortes de rankings différents. Et quel est le ranking qui nous est le plus approprié? Parce que ces rankings ont été construits essentiellement pour des universités qui sont de type anglo-saxon, disons-le. Or, les universités continentales, je pense notamment aux universités en France et en Belgique, ont un rôle qui est tout à fait différent. Nous avons un rôle sociétal qui est beaucoup plus important. Exemple, nous devons recruter beaucoup d'étudiants. Notre nombre d'étudiants n'arrête pas d'augmenter. On doit les encadrer. Pourquoi? Parce qu'il y a un rôle sociétal qui est très important. On doit former ces étudiants et on doit faire face à ce problème. Donc, moi, je penche plutôt pour trouver un ranking qui serait le plus approprié au style de notre université. Or, nous devons recruter des bons enseignants, nous devons recruter des bons chercheurs, oui, et nous en recrutons des bons, parce que nous arrivons quand même à avoir de l'attractivité, parce que Liège est une ville agréable, Gembloux est une ville agréable, Arlon est une ville agréable, nous sommes en Belgique, les conditions en Belgique ne sont pas mauvaises du tout en termes, disons, de conditions de vie, donc moi, personnellement, je suis relativement positif, évidemment, à ce niveau-là. Et c'est bien ce que je souhaite faire, c'est améliorer ensuite, maintenant, la situation des chercheurs, la situation des professeurs, pour qu'ils puissent se concentrer vraiment sur leur métier, ce qu'ils savent faire le mieux. Et c'est l'étape suivante de mon plan stratégique. La qualité de l'enseignement, on en parle. 90% des diplômés sont engagés dans la première année qui suit leur réussite. Ce sont les chiffres du Liège. Je vous propose d'écouter la question de Régine Kersman, rédactrice en chef de RCF. Depuis le décret Bologne et les nombreuses réformes organisationnelles ou structurelles de l'enseignement supérieur universitaire, l'université reste-t-elle, à vos yeux, toujours au-dessus des autres types d'enseignement? En clair, un diplôme dit universitaire aujourd'hui de l'université, et de l'université de Liège en particulier, est-il toujours aussi prestigieux qu'autrefois, supérieur à un bac de haute école auquel on adjoindrait divers masters spécialisés ou non? Alors, c'est une question un peu technique qu'on va poser tout d'abord à Albert Corré, en tout cas sur la qualité de l'enseignement de manière générale. Bon, écoutez, je pense qu'il ne faut pas dire que la qualité d'un enseignement dépend du profil de compétences que l'on veut donner à nos diplômés. Et il est clair que le profil de compétences que l'on donne aux diplômés universitaires n'est pas le même que le profil de compétences des étudiants qui sortent des hautes écoles ou des écoles supérieures des arts. La difficulté, évidemment, aujourd'hui, c'est qu'on commence un peu à mélanger tout. Donc, on doit bien entendu collaborer
entre institutions de types différents, mais il faut que chacune de ces institutions garde ses spécificités. Sinon, on va arriver à un mélange qui n'est pas du tout adéquat par rapport à ce que nous devons faire, rendre comme service à la société en formant, en mettant à disposition de la société des diplômés qui correspondent aux besoins de la société. Donc, on doit faire en sorte que nos diplômés restent des diplômés universitaires. C'est bien le cas aujourd'hui. Et faire en sorte que les diplômés des hautes écoles le soient aussi. Donc, il faut qu'il y ait des passerelles entre les deux. Oui, mais il faut que les profils ne soient pas les mêmes. Donc, il faut s'organiser pour que les étudiants, quand ils entrent et quand ils sortent, ils aient un parcours qui soit le plus adapté à leurs ambitions, mais aussi par rapport à leurs capacités. Et c'est ça que nous devons faire, évidemment, au niveau de l'enseignement supérieur. Et ne pas laisser les étudiants bloqués dans un chemin qui est une voie sans issue à un moment donné. C'est cela que je veux faire aussi. Donc, pour moi, les collaborations avec les hautes écoles, c'est cela. Faire en sorte qu'un étudiant il puisse se réorienter, si nécessaire, s'il le souhaite, si c'est nécessaire aussi, évidemment, en fonction de ses capacités, et de faire en sorte qu'il n'ait pas perdu de temps. C'est ça que je veux faire. Pierre Volper, l'enseignement à l'Université de Liège est assez qualitatif aujourd'hui. Je pense qu'il est de bonne qualité. Est-ce qu'on peut encore l'améliorer? Est-ce qu'on doit l'améliorer? Faisons attention, je vais dire plusieurs choses au sujet de l'enseignement. Bon, chaque type de filière dans le supérieur a son rôle. Donc là, il n'y a pas de problème. Effectivement, il y a des différences. L'université a un rôle particulier. Bon, nous sommes une institution qui combine enseignement et recherche. Ça a déjà été dit plusieurs fois. Pourquoi c'est important? Parce que nous avons un enseignement qui évolue. Nous devons aussi former à des métiers de plus en plus complexes. Former à la recherche. Vous voyez, les entreprises doivent innover constamment. Alors, pour pouvoir innover, ces entreprises ont besoin de personnes qui sont formées à l'innovation. Et c'est ce que nous faisons à l'université. Alors ça, c'est notre rôle essentiel. Donc la formation que nous donnons est différente. Quand on me demande, par exemple, dans ma faculté, qu'est-ce qu'on apprend aux étudiants? Bien sûr, on leur apprend des matières techniques, c'est des ingénieurs que l'on forme, des informaticiens. Mais je dis, en deux mots, ce que nous faisons, nous apprenons à nos étudiants à résoudre des problèmes. Bien sûr, sur la base d'une expertise technique dans le domaine technique, mais aussi cette démarche de résolution de problèmes s'applique à d'autres domaines. Et on voit nos étudiants ainsi formés travailler, bien sûr, dans des entreprises qui font de la production de biens ou qui font des services, mais aussi dans toutes sortes d'autres domaines. Et ça, c'est intéressant, que cette formation, finalement, résoudre des problèmes est importante. Et c'est ça que nous devons faire à l'université, le type de mentalité que nous devons instaurer. Paul Vaud, journaliste à la Libre Belgique. Donc, à côté de tout cela, il y a un critère, d'ailleurs, qui n'existe probablement pas dans les rankings, hein, mais on commémore en ce moment les 50 ans de mai 68. Vous étiez évidemment trop jeunes l'un et l'autre, je crois, pour manifester place du 20 août. Mais ce matin, sur une autre radio que celle-ci, mais une radio amie néanmoins, ça n'existe pas, c'est les autres radios. On a entendu le professeur Griset, un grand neurologue, hein, s'il en est, qui, lui, était en fait président de l'Union des étudiants à l'époque. Professeur Grisard, vous voulez dire? Oui, Grisard, pardon. Oui. Dire que bon, le nombre d'enfants, de familles, de travailleurs, on dirait aujourd'hui de familles modestes, qui accédaient à l'université, à l'époque, c'était 3%. Et que maintenant, nous sommes à 6% et demi ou 7%. On ne peut pas dire que ce soit un progrès très fulgurant. Alors, est-ce que mai 68 est à refaire? Albert Corré. Écoutez, je ne connais pas les statistiques exactement en termes d'accès des étudiants qui proviennent de milieux modestes. Probablement que je faisais partie de ces 3 ou 6% selon l'année de mon entrée à l'université. Mais l'université est ouverte quasiment à tous les étudiants qui finissent des études du secondaire. Hein, à quelques exceptions près, évidemment, puisqu'on a des examens d'entrée ou des concours dans l'une ou l'autre filière. Donc la question est une question de préparation. La question est une préparation au niveau des écoles secondaires. Donc il faut que les étudiants soient mieux informés sur le type de métier qu'ils peuvent avoir et quels sont les débouchés des formations, qu'elles soient universitaires ou non universitaires. Et c'est cela qu'il faut faire au niveau du secondaire également, et leur donner des bonnes bases. Et avec ces bonnes bases, ils peuvent entrer à l'université. Moi, je suis dans la filière plutôt gestion-économie, et on a toujours dit l'étudiant qui veut faire l'économie ne doit surtout pas avoir fait de l'économie en secondaire. Donc, il doit avoir des bonnes bases en mathématiques, en français et en langue, disons-le comme cela, pour faire simple. Donc, ce sont des bonnes bases qu'on doit avoir en secondaire, et informer les étudiants, et les réorienter si nécessaire, leur faire comprendre
qu'ils peuvent choisir leur voie. Encore faut-il qu'ils connaissent toutes les voies. C'est ça le problème aujourd'hui. Combien de jeunes n'entrent pas à l'université et puis voient que ce n'est pas le chemin qu'ils souhaitent faire finalement, après 15 jours, 3 semaines ou 1 mois, et puis ils laissent tomber les bras et ils arrêtent leurs études. Parce que quand on regarde le taux de succès des étudiants qui présentent toutes leurs sessions, tous leurs examens, on a des taux de succès très élevés. Et donc c'est bien cela que je déplore. On doit pouvoir aider les étudiants à améliorer leur parcours en les aidant à se réorienter, en les aidant à s'améliorer. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Pierre Wolper, on a l'impression qu'aujourd'hui les meilleurs éléments filent à Maastricht, à Bruxelles, à Leuven. Pourquoi? Que faut-il faire? Faut-il encourager certaines filières? Bon, d'abord, il faudrait voir les statistiques pour voir exactement ce qui se passe. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a cette tendance. Et je crois que Maastricht, notamment, est une concurrence importante pour Liège dans certains domaines. C'est assez né. Alors, qu'offre Maastricht? Bon, par exemple, des enseignements en anglais, mais nous aussi. Mais pas au niveau du bac, en tout cas de façon. Mais là, on est limité au niveau réglementaire, par les décrets. Bon, je pense aussi que notre méthode d'enseignement doit évoluer. Par exemple, dans ma faculté, on a 2 filières. On a les ingénieurs, on a les informaticiens. Ingénieur, examen d'entrée, informaticien, pas d'examen d'entrée. Alors, le taux de réussite chez les ingénieurs avec l'examen d'entrée est bon, même très bon. Mais évidemment, il y a ce filtrage préalable. Chez les informaticiens, c'était moins bon. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé le problème, on s'est dit, mais finalement, ce qui se passe, c'est que les étudiants qui arrivent chez nous sont un peu perdus. Et effectivement, comme l'a dit M. Corret, ils décrochent assez vite. Et alors, on a commencé à mettre en place des choses pour les accrocher. Donc, on dit, voilà, ils viennent pour faire de l'informatique. OK, il y a des cours théoriques qui doivent avoir, des cours de maths, des cours de sciences, d'autres choses, c'est important. Mais il faut vraiment qu'ils viennent à l'université, qu'ils travaillent à l'université. Alors, on a dit, voilà, on commence un projet tout de suite. Un projet informatique, ils s'amusent, ils apprennent, on les guide. Et finalement, de quoi est-ce qu'on s'aperçoit? Que non seulement, bien sûr, ils ont appris des notions d'informatique par faisant ce projet, bien sûr aussi d'autres dans les cours, mais que le résultat de les cours théoriques s'améliore aussi. Parce que justement, ils participent. Et je pense que l'université doit offrir maintenant ce genre de choses. Parce que l'université, ce n'est pas juste donner des cours et faire passer des examens. C'est une communauté. Les étudiants doivent s'intégrer. Et ça, nous ne le faisons pas assez. Il y a bien sûr une intégration, mais notre optique de l'enseignement n'est pas une optique où les étudiants, nous les accueillons. Le travail sur le campus, dans nos locaux plutôt que chez soi, est quelque chose qui se développe, mais pas assez. Nous devons avoir des lieux pour accueillir nos étudiants. Et les générations changent. Quand moi je faisais mes études, on travaillait surtout chez soi. Mais les jeunes de l'heure actuelle ne font plus des choses comme ça. Le monde a changé. Nous devons nous y adapter. Albert Corret. À ce niveau-là, peut-être, parce que votre question est très intéressante. Il se fait que j'ai eu l'occasion de travailler pendant 15 ans à Maastricht, donc je connais bien les 2 systèmes, les ai fréquentés tous les 2. Est-ce que l'université de Liège est à la traîne par rapport à Maastricht, clairement aujourd'hui? Ça dépend à la traîne, pourquoi à Maastricht, il faut quasiment que du problème based learning, où les étudiants sont partie prenante au niveau des cours. Mais le financement n'est pas le même, le nombre d'étudiants n'est pas le même, l'encadrement n'est pas le même. Maintenant, le problème que nous avons fondamentalement, c'est que les étudiants au niveau du secondaire aujourd'hui sont habitués à travailler autrement. Et quand ils viennent à l'université, ils perdent un peu pied par moment. Donc, il faut pouvoir faire en sorte qu'ils ne perdent pas pied. Les étudiants à Maastricht ne sont pas meilleurs. Certes, ils attirent nos étudiants à Maastricht. Pourquoi? Parce qu'au niveau du secondaire, maintenant, beaucoup font des études secondaires en immersion linguistique et qu'au niveau décrétal, pour le moment, on ne peut pas, même si on est en train de travailler sur le sujet. Et j'espère bien que dans les mois qui suivent, on aura l'autorisation de développer des bacs en anglais, eh bien, donc les étudiants veulent faire des bacheliers en anglais, donc ils vont de manière assez naturelle à Maastricht. Mais à Maastricht, la structure de l'enseignement n'est pas du tout la même. Les cours sont réduits sur un nombre de semaines plus réduit. Et ils ont plus de cours sur le même... Enfin, la matière à voir est préparée par les étudiants, donc ils sont partie prenante. Alors, il y a du plus et du moins, il faut le dire. Mais ils ne sont pas nécessairement meilleurs que les nôtres, mais il y a un encadrement qui est différent, et c'est une réflexion évidemment, mais qui demande un encadrement aussi différent. Anne Gerdet pour 48 FM. J'avais envie de revenir sur ce que M. Wolper vient d'évoquer par rapport aux nouvelles méthodes de travail et aux nouveaux espaces qu'on aurait besoin. Aujourd'hui, quand on a envie d'aller étudier à la bibliothèque en session de blocus ou qu'on a envie tout simplement de manger à midi à la cafétéria, on voit que ça manque de place. Oui. On a un grand manque de place. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez mettre en place, un agrandissement que vous auriez en tête dans votre programme?
Évidemment, bon, dans mon programme, on parle de la nécessité de mettre en place des locaux de travaux pour les étudiants. Bon, il y a des choses qu'on peut déjà faire, par exemple en session. Hein. On a des salles de cours qui ne sont pas occupées en session. Pourquoi ne pas les ouvrir? Tout Vous savez, il y a des traditions. Moi, je viens d'un département, on a toujours ouvert les salles. Alors, pourquoi? Parce qu'on a fait de l'informatique, et au départ, bon, quand j'ai débuté ma carrière, les gens n'avaient pas d'ordinateur personnel. Donc, ils venaient travailler sur les ordinateurs dans le bâtiment. Et forcément, les informaticiens, ben, ils sont parfois un peu nocturnes, hein, donc ils travaillaient de longues heures. Et on a toujours dit, ouais, voilà, c'est bien, ils peuvent rester. On s'organisait avec le concierge pour qu'ils puissent entrer et sortir, et ça se passait très bien. Et cette tradition est restée. Aussi bien que, bon, en parlant avec des étudiants de droit il n'y a pas longtemps, ils me disent, ben, on va étudier à Montefiore. Et Montefiore, c'est quoi? Ben, c'est le bâtiment où j'ai professé. Albert Corret, les étudiants disent qu'il manque de place. Oui, en fait, ce problème n'est pas nouveau et j'y travaille depuis de nombreuses années puisque à côté des bibliothèques, un nombre de places limité, mais c'est pas parce qu'on va à la bibliothèque qu'on a besoin nécessairement de consulter des livres ou des documents. Donc, assez rapidement, en période de bloc, j'ai mis en place un système de salles de lecture. Alors, il se fait qu'il y a aujourd'hui une obligation de partager au niveau du pôle académique Liège-Luxembourg, donc sur Liège, disons-le comme cela, les locaux à disposition, mis à disposition des étudiants pour travailler. Donc, il se fait que parfois des étudiants des hautes écoles viennent à l'université, qui est l'institution la plus grande, donc qui met le plus de locaux à disposition. C'est clair, les chiffres le montrent assez facilement. Mais néanmoins, il y a une évolution au niveau des hautes écoles à ce niveau-là qui mettent de plus en plus de salles à disposition. Mais on peut mettre des salles à disposition. On le fait. Et d'ailleurs, il y a un petit logiciel. Les étudiants peuvent savoir directement quel est le nombre de places disponibles qui restent dans telle ou telle bibliothèque. Donc, c'est assez facile. Donc, aujourd'hui, et on va donner une priorité. Et j'envisage assez récemment, je vais faire passer un marché public très prochainement sur des nouvelles cartes d'étudiants, si je puis dire, mais qui sont les mêmes que pour le personnel, intelligentes, à savoir qu'on pourra à ce moment-là gérer plus facilement l'entrée et la sortie des étudiants et ils pourront à ce moment-là réserver leur place en priorité, évidemment, dans les salles de lecture et dans les bibliothèques. Paul Vaud, journaliste à la Libre Belgique. Donc, que ce soit en effet pour qu'il y ait des espaces de workshop pour les étudiants ou pour le reste, même dans l'ensemble, est-ce que l'université doit s'étendre? Est-ce que vous avez l'un et l'autre des projets ou des rêves immobiliers? Pierre Volpert pour le candidat à recteur. Oui, des rêves certainement. Il faut toujours rêver. Je pense que c'est important. L'université, c'est fait pour rêver, pour imaginer des projets d'avenir, pour faire de nouvelles choses. Mais, bien sûr, vous savez, on a un campus qui est superbe au Sartillement, mais qui est aussi un campus où on ne vit pas. Bon, je crois que c'est des choses qu'on doit travailler là-dessus, parce que nos étudiants doivent être accueillis. Donc il y a des problèmes de mobilité, il y a des problèmes effectivement de logement. Alors on ne va pas transférer tout le monde de Sartillement au niveau logement, je crois que ce n'est pas raisonnable, et la ville aussi a besoin de population qui habite. Mais on doit certainement faciliter le transit entre la ville et le Sartillement, pour que ce campus devienne plus vivant, pour que les étudiants trouvent les lieux de travail. Alors maintenant, construire de grands bâtiments, bon, on a déjà des bâtiments rénovés, on a déjà beaucoup de choses, on a déjà beaucoup de place. Je crois que la première chose qu'on doit faire, c'est essayer de bien utiliser l'espace que l'on a. Et on peut faire déjà beaucoup plus avec ce qu'on a avant de faire des très grands investissements de nouvelles infrastructures. Mais bien sûr, on va aussi étudier des projets de nouvelles réalisations. Albert Corret, puisqu'on parle des grands projets, des grands investissements, quels sont-ils? La rénovation de l'ancien cinéma-opéra à Liège a permis un retour de nombreux étudiants au centre-ville. Un nouveau bâtiment pour la clinique vétérinaire est en cours de réalisation, je pense, au Sartillement. On a évoqué aussi un projet de bibliothèque à l'ancienne Grand Poste, aujourd'hui qui a été abandonné. Le tram arrive à Liège dans 4 ans, au centre-ville. Quelles sont vos propositions en termes d'infrastructures pour les 4 prochaines années? Aujourd'hui, au niveau du plan stratégique, on a déjà préparé un plan d'investissement en infrastructure pour un montant de 60 millions d'euros, qui se répartit moitié-moitié en enseignement et en recherche. Bien entendu, il y a des obligations en termes de sécurité, pour que ce soit au niveau des ascenseurs, des portes coupe-feu, des laboratoires, on n'a pas trop le choix. Mais néanmoins, il y a d'une part la rénovation de certains auditoires qui commencent à vieillir, il y a la mise en état d'auditoires ou de laboratoires de recherche, mais on peut pas trop, on peut se débarrasser de certains bâtiments au profit de nouveaux bâtiments qui sont mieux adaptés à l'enseignement que les anciens, et disons-le comme cela. On peut faire cela. Et bien entendu, il y a l'opéra, et on a acquis pas mal d'espace à l'opéra, et on continue à le faire parce que c'est un centre en ville où les étudiants peuvent facilement se déplacer. C'est un endroit de passage, donc c'est tout à fait normal qu'on ait à un moment donné un centre névralgique
au niveau de l'Opéra. Mais la grosse problématique, c'est le sartillement, avec la mobilité vers le sartillement. Raison pour laquelle on a prévu, c'est déjà en cours, de construire déjà 48 chambres supplémentaires. On a un autre projet qui pourrait varier en 200 et 300 chambres supplémentaires pour les étudiants. Il faut travailler avec le tech, avec le covoiturage, avec la mobilité douce. Il y a plein d'éléments qui doivent être mis en place aujourd'hui en collaboration avec la ville et les autres organismes comme le tech que je viens de citer. Donc, des bâtiments, oui, mais il ne faut pas oublier aussi que dès que vous acquérez un nouveau bâtiment, c'est très bien et vous l'achetez, mais après, il faut l'entretenir, il faut le chauffer, il faut l'éclairer et ainsi de suite. Et ça génère évidemment toute une série de coûts qu'il faut intégrer dans le budget. Or, notre budget, il est déjà serré. Donc, lorsqu'on se sépare d'un bâtiment, et parfois il y a des bâtiments dont ils vont parfois mieux, c'est bien dommage, se séparer. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été conçus il y a des très très nombreuses années. On pense au bâtiment de la rue des Piteurs, par exemple. Et en termes de chauffage, etc., ce n'est plus tenable. Donc on préfère construire finalement un nouveau bâtiment qui coûte moins cher. Et c'est bien le cas de la Grand Poste. Rénover la Grand Poste était au-dessus de nos moyens. Et il faut parfois mieux avoir quelque chose de neuf à construire. Ça coûte moins cher que de rénover un vieux bâtiment. Et c'est plus efficace en termes d'espace, de taille, avec des plafonds qui sont incommensurables. Et c'est cela un problème que nous rencontrons à l'université. Maintenant, certaines facultés doivent rester au Sartillement parce qu'ils ont besoin d'espace, de laboratoire. D'autres facultés qui sont plus en lien avec la cité. On peut penser évidemment aux architectes, à HEC, mais on pourrait penser au droit, au sens social, pourquoi pas, pourrait peut-être un jour déménager. Mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout dans les objectifs. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas encore les moyens et il faut trouver les bonnes occasions. Je pense qu'on a des gros développements qui sont prévus par rapport à la faculté d'architecture aussi, puisque nous avons 2 sites. On essaie de les regrouper sur un site. Le site de HEC est en train de se développer. Il y a pas mal de choses. Il y a un bâtiment qui va être construit. On a encore d'autres projets sur le site Louvrecq-Saint-Gilles. L'Opéra, donc on se développe, on rénove nos bâtiments en centre-ville, on travaille sur nos bâtiments au Sartillement en termes écologiques également. Donc on a investi pour 24 millions en termes de rénovation de tout ce qui concerne l'isolation, les fenêtres et ainsi de suite. Donc on travaille ardemment là-dessus. Anne Gerdet pour 48 FM. Justement, au niveau de l'écologie, j'ai remarqué que dans vos programmes, le mot écologie n'apparaît nulle part. Comment est-ce que vous expliquez cela ? Est-ce que vous ne pensez pas que l'université devrait être un exemple pour la société à ce niveau-là ? Bien sûr, l'université doit être un exemple. Vous savez, on n'écrit pas tout dans les programmes. C'est des indications de ce qu'on va faire. On ne donne pas. Ce n'est pas exhaustif. Maintenant, il y a 2 aspects dans l'écologie et l'université. Il y a d'abord la gestion, effectivement, de nos campus, de nos bâtiments. Est-ce qu'on doit être écologique ? On a fait des progrès, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Je pense aussi que l'écologie, c'est à la fois des petites choses et des grandes choses. Vous savez, parfois, avec des petits investissements qui éliminent certains gaspillages, on peut déjà faire beaucoup. Avoir un campus propre, des poubelles qui sont vidées, c'est aussi important. Minimiser les déchets qui sont utilisés dans nos cafétérias, par exemple, c'est aussi des voies écologiques. Bon, veiller à nos circuits d'alimentation pour les cafés, il y a moyen de faire mieux que ce qu'on fait actuellement, moins industriel. Donc peut-être une série de petites choses qui ne vont pas coûter des fortunes, qui vont apporter beaucoup. Alors, deuxième aspect par rapport à l'écologie. Vous savez, la solution des problèmes écologiques et les problèmes plus généraux au niveau de la planète, on passe aussi par la recherche. Et donc, nous contribuons à la solution de ces problèmes par nos recherches. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très important. C'est aussi notre implication citoyenne. C'est-à-dire, nous travaillons sur des problèmes qui sont importants pour la société. Nos chercheurs contribuent à la société. Et ça, je pense que nous devons absolument poursuivre. Nous avons d'ailleurs d'excellentes équipes dans certains domaines et nous devons vraiment développer cette activité. Philippe Cochineau pour RCF. Oui, simplement, je profite que vous parlez beaucoup de bâtiments pour me rappeler qu'à l'occasion du 200e anniversaire de votre université, les bâtiments du 15 août sont quand même liés aussi à un collège jésuite d'une certaine époque. Ma question, justement, je profite des bâtiments pour passer sur tout à fait autre chose. Quelle est l'alternance philosophique au niveau des recteurs successifs de l'ULG ? Est-ce que vous êtes tous d'un même courant philosophique ou bien il y a une alternance qui est possible ? Est-ce qu'un pluralisme n'est pas nécessaire même dans une université d'État quelque part pour qu'il y ait une justice au niveau des nominations, des promotions, etc. Vous savez, gérer l'université, ce n'est pas la gérer selon une philosophie, c'est gérer l'université. Donc, je ne vais pas faire l'historique des recteurs et de leur appartenance philosophique, que je ne connais pas toutes d'ailleurs, parce que les personnes ont chacun leurs convictions, c'est tout à fait naturel. Nous sommes une université ouverte, donc chacun
à ses convictions, à sa philosophie, bien sûr, c'est naturel. Mais quand on gère l'université, on ne la gère pas dans une optique de sa philosophie. On la gère pour l'université. Et de façon à être évidemment ouvert à tous. C'est ça l'essentiel. Albert Corré? Oui, je voulais revenir, parce que je n'ai pas eu le temps d'intervenir sur le développement durable plutôt que l'écologie, parce que c'est plus large que l'écologie. Le développement durable, ça concerne non seulement évidemment ce qu'on pense, on pense à l'environnement dans un premier temps, et ça j'ai déjà dit que nous avons déjà investi pas mal, et on continuera à le faire évidemment, il faut s'y intéresser. Mais le développement durable, ça concerne également l'ensemble de la communauté universitaire, la façon de vivre ensemble. Et c'est cela que nous voulons faire avec la plateforme citoyenne. Donc ça va bien au-delà. Et je dois vous avouer que ce soir, j'ai dû renoncer à aller à une remise de prix de la Fondation ERA, qui justement est une fondation qui attribue chaque année des prix à des étudiants, des mémoires ou des doctorats en relation avec le développement durable. Et j'ai préféré venir ici, près de vous. Alors, au niveau, évidemment... C'est gentil, ça, quand même. Oui, on vous oui, remercie, en tout cas, M. Corré. Mais ça, oui. Alors, et c'est la première fois que je loupe, si je puis dire. Mais c'est convivial ici aussi, ne vous tracassez pas. Ben voilà, donc, vous devrez m'inviter encore dans un an. Et alors, pour ce qui concerne, évidemment, l'université, je pense qu'on fait fi de toute appartenance philosophique. Je crois que ça n'a pas d'importance. L'université de Liège est probablement l'université, d'ailleurs, c'est une université publique, la vraie université publique. Nous sommes tous financés, nous sommes tous acteurs publics, puisque nous sommes financés par la main publique, si je puis dire, de la même manière d'ailleurs, avec des contraintes qui ne sont pas les mêmes. L'Université de Liège a des contraintes qui sont liées à son statut d'université publique. Donc, nous, en tant qu'université publique, nous avons des professeurs qui sont de toute confession et on ne fait pas de distinction. Et au niveau des promotions, je pense que ça ne pose aucun problème et nous travaillons tous ensemble. Paul Vaux. J'espère bien que ça ne pose aucun problème, vous devez des promotions. Je l'espère aussi. Je suis un peu étonné d'entendre ça. On a vu se développer ces dernières années donc les projets, les outils de collaboration entre l'université et les entreprises. Et ça, bon, on sait que ça suscite débat parfois. Certains ont des craintes pour la liberté académique. D'autres, au contraire, se réjouissent de l'implication de l'université dans le redéploiement liégeois. Donc, je voulais un peu savoir comment vous vous situez par rapport à ça et aussi par rapport à la crainte que certains ont que des filières d'études moins tournées vers le marché soient négligées dans ce genre de démarche. Albert Corré. Oui, donc depuis maintenant au moins 25 ans, si pas plus, depuis le recteur Willy Legros, l'université s'est fortement investie dans la valorisation de la recherche, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la création d'une interface, avec une société qui est la société GESVAL, qui s'occupe, elle, du financement des spin-offs et du suivi, évidemment, de tous ces spin-offs, de façon à ce qu'elles ne quittent pas la région et qu'elles continuent à se développer, que ce soit en termes de ressources humaines ou en termes de financement. Donc l'université est fortement impliquée dans tout ce qui concerne la valorisation de la recherche au sens large. Et il est vrai que ça concerne certaines facultés en priorité. Sciences appliquées, médecine, faculté des sciences, un peu moins, disons-le, hein, les facultés de sciences humaines. Mais tout ceci évolue. Et n'oublions pas que nous faisons aujourd'hui des efforts. Au niveau des étudiants, nous avons le Venture Lab. Venture Lab qui permet à des étudiants universitaires, toutes facultés confondues et hors université, de venir encadrés par des personnes qui ont une vie dans leur passé, en tout cas, ou encore une vie en relation avec le monde de l'entreprise et qui peuvent développer leurs projets d'entreprise. Nous avons un statut d'étudiant entrepreneur. Donc, c'est une culture que nous développons parce que c'est un état d'esprit. Et ça n'a rien à voir, évidemment, avec le fait qu'on soit moins bien loti ou pas. Je crois que c'est vraiment une culture et quelle que soit la formation de quelqu'un à un moment donné, il peut y avoir cet esprit de travail à un moment donné en dehors de l'université. Vous écoutez RCF Liège, La Libre, 48 FM, le débat politique. Nous parlons de l'Université de Liège. Mes invités sont Albert Corré et Pierre Volpert, les deux candidats à l'élection du siège du prochain recteur du Liège, l'Université de Liège. Ne vous y trompez pas, nous parlons d'une réelle élection. Les deux candidats ont un programme, une équipe, un site internet, une vidéo de promotion. Pierre Volpert, vous avez deux slogans pour cette campagne. Ensemble pour l'Université de Liège et retour à l'essentiel. Alors en quelques mots, pourquoi? Que voulez-vous dire? Vous parlez d'une structure trop lourde actuellement? Bien sûr. Donc le retour à l'essentiel, c'est-à-dire revenons à nos métiers de base. C'est l'université, c'est enseigner, recherche, bien sûr contribuer à la société. Mais quand on passe son temps à faire de l'administration, quand on passe son temps à préparer des plans, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de plans,
Mais quand ça devient une occupation qui devient dominante pour certains collègues, on a un problème. Donc on a passé des années à préparer un plan. Le recteur a parlé de son plan stratégique, mais quand on regarde ce plan stratégique, on se dit, mais ça nous mène où? Dans une faculté comme la mienne, on a travaillé à d'autres plans stratégiques facultaires qui devaient être intégrés dans le plan stratégique universitaire. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a travaillé sur ce plan, ça a été utile pour nous, ça a fait le point sur un certain nombre de choses, on peut avoir des perspectives sur notre avenir. Par rapport au plan universitaire, aucune interaction. Donc je ne vois pas où ça nous a menés. Et je pense que travailler aussi longtemps pour faire de la planification sans agir, ça n'a pas de sens. Vous savez, on dit un mandat de 4 ans, on dit que c'est court. Moi, je ne pense pas que ce soit court. Je pense que c'est un temps largement suffisant pour faire beaucoup de choses. Il faut agir. Et il ne faut pas passer son temps à réfléchir. Bien sûr, il faut préparer nos décisions. Mais on peut commencer directement à mettre des choses en place. Et ce n'est pas en faisant de grandes planifications, en ayant trop d'objectifs, qu'on va y arriver. Il faut des objectifs plus limités. Albert Corret, vous mettez votre expérience en avant, recteur depuis 4 ans. Vous parlez de vos succès, de vos échecs aussi, de l'autonomie de chaque faculté que vous avez encouragée, que vous souhaitez poursuivre. Vous évoquez une gestion budgétaire en bon père de famille. ULiège, c'est un budget de 416 millions d'euros aujourd'hui. ULiège est-elle bien gérée sur le plan financier? Quand vous dites 416 millions, en fait, il y a la moitié de ce budget qui est en fait lié directement aux prestations, aux contrats des professeurs, qu'ils ont donc contrat, convention avec le monde extérieur et sur lequel on n'a pratiquement aucune marge de manœuvre. Soit ils sont responsables, ils font ce qu'ils veulent, soit il y a des contraintes liées évidemment aux conventions. Donc là où nous avons vraiment une réelle marge de manœuvre, c'est sur base de ce que nous recevons de la Communauté française ou d'autres financements supplémentaires comme les fondations, enfin les chaires sponsorisées, les produits financiers et autres produits, évidemment. Ça, c'est possible. Donc notre marge, elle est quand même relativement limitée. Donc on fait évidemment comme on peut à ce niveau-là. On fait en sorte aussi que pour les 200, la moitié de ce budget qui est géré par les professeurs, les responsables des unités de recherche, les chefs de service, les professeurs, on fait en sorte que ces personnes soient soutenues en termes de gestion pour qu'ils ne commettent pas d'erreurs non plus. Puisqu'il y a beaucoup de personnel derrière cela. Donc il y a tout un système qui est mis en place de façon à ce qu'ils puissent ne pas déraper, si on peut dire, qu'ils puissent être soutenus en termes de notions comptables ou de ressources humaines ou juridiques, parce que nous sommes tous contraints aujourd'hui au niveau financier, avec des normes comptables évidemment. Nous sommes tous contraints à des problématiques de ressources humaines. Il faut pouvoir être, à la limite, être un spécialiste en ressources humaines. Et nous sommes bien entendu tous contraints à suivre les règles de marché public qui nous sont imposées. Et demain, enfin après-demain, puisque c'est fin mai, pour le 25 mai, je pense, ce sera le cas, nous avons la protection de la vie privée, la fameuse GDPR, qui nous tombe sur le dos et qui va nous demander encore de faire des efforts. Donc, c'est évidemment tout cela qui fait que les tâches administratives deviennent parfois un peu trop oppressantes pour un certain nombre de personnes. C'est la raison pour laquelle je veux que l'administration, qui est performante, on a une bonne administration des ressources humaines, on a une bonne administration des ressources financières et ainsi de suite, mais faire en sorte qu'il y ait plus d'interaction entre ces administrations pour que les services rendus aux chercheurs, aux professeurs soient plus efficace. C'est là, évidemment, l'étape suivante de mon plan. Là où je ne suis pas d'accord, c'est que le plan stratégique, au moins, je constate qu'il a demandé aux facultés un effort en termes de plan stratégique. Et au prochain conseil d'administration, ce mercredi, la semaine prochaine, il y a des postes qui seront affectés dans les facultés suite au plan stratégique qu'ils ont fait en cohérence avec le plan stratégique institutionnel. Donc je constate que le plan stratégique, il avance. Bien sûr, il y a eu beaucoup d'actions, mais on a des actions principales qui sont en route. Et c'est cela, évidemment, que je veux faire. Messieurs, la même question à tous les deux. Quelles sont, concrètement, vos 2 principales priorités pour les 4 prochaines années? Pierre Volper. Une première, le retour à l'essentiel, bien sûr, et aussi apaiser l'université. Il y a des tensions dans l'université, il y a beaucoup de malaise dans l'université. Pourquoi? Parce qu'on vit dans l'incertitude. Une incertitude, bien sûr, on dépend de toutes choses extérieures qui peuvent nous tomber dessus, mais une incertitude qui est entretenue souvent par l'absence de décision. Quand on passe 3 ans à faire un plan stratégique, on crée de l'incertitude. Parce que les gens vont se demander, est-ce qu'il y aura des restrictions? Qu'est-ce que je vais obtenir? Je ne sais pas. Alors on vit avec cela. Et les gens sont tendus. La façon dont nous travaillons n'est pas toujours parfaitement organisée. Donc c'est important de voir comment on peut optimiser le travail de chacun, comment on peut en fait rendre du sens au travail de chacun. On a dit qu'il y a beaucoup d'administration, c'est vrai. On a des services administratifs compétents qui travaillent, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais quand les gens qui sont dans ces services ne comprennent pas pourquoi ils font ce qu'ils font,
Ils se disent, moi je fais un travail qui n'a pas de sens. Mais bien sûr, ils se sentent mal. Et on arrive dans des burn-out. Il y a parfois des surcharges. Donc vous allez apaiser, alors c'est une première priorité en tout cas. En tout cas, j'ai parlé des deux priorités. Bon, revenir à l'essentiel et aussi apaiser l'université et la laisser travailler efficacement. Albert Corret, vos deux principales priorités pour les 4 prochaines années? Mais je l'ai déjà évoqué tout à l'heure. Pour moi, l'aspect ressources humaines est plus important, c'est l'étape suivante. À savoir faire en sorte que tous les membres du personnel, et il y a des statuts qui sont très diversifiés au sein de l'université, que tout soit clair dans l'esprit, qu'on ait des perspectives de carrière, qu'on sache dès l'entrée où on va, quelles sont les perspectives en termes d'évolution dans la carrière, de modification. Donc il faut faire, que ce soit des personnels administratifs, techniques et ouvriers, que ce soit des scientifiques, que ce soit des professeurs. Donc il faut pouvoir adapter le parcours de chacun en fonction de ce qu'ils veulent. Et faire en sorte, ça c'est le deuxième, que l'administration, à un moment donné, qui est efficace, qui est performante, travaille de manière plus transversale, pour aider justement les autres à faire leur travail de manière encore plus efficace. C'est ça mes deux objectifs et c'est la suite de mon plan stratégique. Donc tout ça est lié. Et toute organisation qui n'a pas un plan stratégique, c'est le chaos. Paul Vaud, journaliste à la Libre Belgique. Oui, mais M. Wolper parlait de tensions apaisées, mais je me demande, et je ne suis pas le seul, si la campagne électorale actuelle ne va pas laisser un certain nombre de traces, parce que nous avons ici un débat très serein, mais l'écho de certains éclats nous est parvenu forcément. Est-ce que cette campagne n'a pas été marquée par des attaques ad hominem qui ne sont pas habituelles, auxquelles nous n'étions pas habitués, en tout cas dans les élections précédentes? Albert Corret? Alors, personnellement, oui, c'est vrai que hier, j'ai fait un éclat. J'ai dit un certain nombre de choses. J'ai fait une mise au point. Il faut signaler qu'il y a eu un débat entre vous deux hier à l'Université de Liège. Donc, hier, j'ai fait une mise au point. Pourquoi est-ce que j'ai fait cette mise au point? Parce que durant les mois qui précèdent, donc la campagne électorale, personnellement, je ne suis pas du tout sorti sur les réseaux sociaux ni la presse, et que moi-même et d'autres personnes qui sont dans mon équipe, nous avons été victimes finalement d'attaques, de rumeurs, de fake news, et je n'ai jamais voulu sortir dans la presse ni sur les réseaux sociaux parce qu'il va de la réputation de l'université. Donc je n'ai pas voulu le faire. Et si hier j'ai fait une mise au point, je l'ai fait dans la salle académique, à savoir dans le bâtiment qui est finalement le nœud principal, hein, on l'a rappelé tout à l'heure, là. Et j'ai dit, je fais cette déclaration dans ces murs. Et je ne l'ai pas fait à l'extérieur de l'université. Et c'est là la différence. Personnellement, j'ai veillé, dans le cadre du bicentenaire, à ce que l'université sorte grandie et qu'elle soit vraiment un exemple pour toute la région et pour tout le monde de l'enseignement supérieur pendant 1 an. Et toutes ces choses qui sont sorties dans la presse, dans les réseaux sociaux, on salit l'université, et tout cela, évidemment, a réduit à néant des efforts d'1 an. Pierre Wolper, il faut quand même signaler que votre second, Éric Aubruge, le vice-recteur d'Albert Corret, est passé de l'autre côté, chez Pierre Wolper, dans l'équipe de Pierre Wolper. Il y a notamment un deuxième candidat qui est passé dans votre équipe, je pense. Est-ce qu'à l'Université de Liège, aujourd'hui, c'est amour et trahison? Bien, je voudrais d'abord revenir sur le débat public ou pas. Vous savez, le système électoral, pour l'instant, pour le recteur, implique 25 000 électeurs. Alors, un système qui implique 25 000 électeurs n'est pas un système qui se fait en vase clos. Bon, c'est déjà une grosse commune, une commune moyenne en tout cas, 25 000 personnes. Donc vous voyez, on a toutes ces personnes à informer. Alors, que la presse s'en mêle, c'est normal. Regardez ce qui s'est passé dans d'autres universités, à Gand ou à Leuven. Bon, quand il y a des élections à l'UCL, il y a aussi la presse s'en mêle. Donc je pense que c'est ça aussi qu'il y ait un dialogue au niveau de la presse. Parce que, vous savez, si on a une communication un peu interne, limitée, etc., qui en fait pose les questions, met en évidence peut-être des choses qui doivent questionner les personnes. C'est le rôle de la presse. Vous avez une presse libre, c'est important. Ce que vous faites ici, c'est important. On nous pose des questions, on y répond. Alors, quand M. Corret dit, hier je me suis exprimé de façon assez particulière, il faut le dire. Il a parlé de mise au point. Mise au point. Je lui laisse le choix des mots. Quand il dit, c'est dans la salle académique, mais que ce qui a été dit est accessible à 25 000 personnes. Et plus. Parce que vous savez, un étudiant peut charger les vidéos, évidemment, il peut les montrer à ses parents, à d'autres personnes de son entourage. Donc, on est dans une communication ouverte. Alors, ne faisons pas la distinction entre ce qui est interne et ce qui est externe. Quand on s'adresse à 25 000 personnes, il n'y a pas de communication purement interne.
Vous écoutez RCF Liège, la Libre 48 FM, le débat politique, et nous parlons de l'Université de Liège. Les étudiants et les fêtes estudiantines. Voilà un point sur lequel vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Albert Corré, vous êtes pour le folklore estudiantin. Pierre Volper, un peu moins. Pour quelle raison? Qui dit que je suis moins pour? Je ne sais pas d'où vient cette information. Première question. Bon, il y a des rumeurs qui courent que je suis contre le folklore. Bon. Alors, je vais vous donner ma position tout à fait claire. J'ai parlé tout à l'heure de l'importance d'intégrer les étudiants dans l'université. Le folklore intègre les étudiants dans l'université. Donc je trouve que c'est une bonne chose. Alors, qu'est-ce qu'il faut, évidemment? Il faut simplement que ça se fasse dans de bonnes conditions de sécurité. Je crois que c'est essentiel. Donc moi, je dois être extrêmement attentif par rapport à ça. Je pense aussi qu'on doit toujours respecter les personnes. Donc il faut que les baptêmes, bon, c'est du folklore, ça peut se faire. Il ne faut pas que ça aille trop loin. Mais clairement, les baptêmes, vous êtes pour? Le concept de baptême, oui. Le chapiteau, vous êtes pour? Le chapiteau est là, c'est un lieu où les étudiants peuvent évidemment faire des fêtes. Je trouve que c'est une bonne chose. Les gadailles, les trottinettes, vous êtes pour? Les trottinettes, bon, c'est organisé par les étudiants de ma faculté. Je les encourage quand ils font ça. Bien sûr, je trouve que c'est des choses positives. Je dis, les deux seules choses sur lesquelles je suis attentif, c'est la sécurité. Il ne faut pas que des jeunes aient des accidents lors de ces baptêmes et un respect minimum de la personne. Je crois que c'est vraiment essentiel. Ce sont des êtres humains. Nous ne pouvons pas faire subir à d'autres des choses qui sont dégradantes. Albert Corré, le baptême, c'est tout à fait positif, sans qu'il soit dégradant, évidemment. Albert Corré, est-ce que vous êtes le recteur des fêtes estudiantines et des étudiants et du folklore estudiantin? Je ne suis pas baptisé. Donc je le signale déjà. Peut-être je pourrais avoir un baptême honoris causa, je n'en sais rien. Moi, peut-être, pourquoi pas. Parce que je pense que la culture étudiante, le folklore étudiant fait partie de la culture universitaire. Et je pense qu'elle était beaucoup plus forte. On a cité l'année 68. En 68, je pense que les cercles étudiants avaient un pouvoir bien plus important. En tout cas, il y avait une représentation, une culture étudiante qui était bien plus forte qu'aujourd'hui. Donc il faut respecter cette culture étudiante qui apporte aux étudiants un sentiment de fraternité finalement entre eux. Et c'est très fort dans certaines facultés, plus fort dans certaines facultés que d'autres. Et dès que j'étais vice-recteur, je me suis forcé à construire cette charte des baptêmes qui est signée chaque année par les comités de baptême de l'ensemble de l'université et qui fait en sorte que les étudiants soient toujours encadrés par des responsables au niveau de ces comités de baptême. La salle de Gadaille, enfin, on a quitté cette tente qui était mise à un endroit à côté de la Meuse, à côté des chemins de fer, à côté d'une route à grande circulation. Sur le site de Valbenoît. Sur le site de Valbenoît. Et aujourd'hui, ils ont une salle qui est temporaire, puisqu'on devra construire sur le même terrain un bâtiment un peu plus adapté. Et je suis heureux, évidemment, qu'on y soit arrivé. Ça a demandé beaucoup de travail, de négociation avec la ville de Liège, parce qu'une salle de Gadaille, ça fait du bruit, donc les riverains ne sont pas toujours contents, etc. Mais c'est une question de sécurité. Et je pense qu'il est important que nous aidions les étudiants à exercer cette activité qui est une activité d'appartenance, de folklore, et c'est important, c'est une manière en tout cas de montrer qu'il y a un esprit de corps au sein de l'université. Il y avait un troisième candidat, éliminé au premier tour, Éric Pirard. Et comme lors de l'élection présidentielle en France, il peut se rallier à un autre candidat, proposer de voter pour un autre candidat au second tour, mais il propose de voter pour personne. Et il dit ceci: je ne suis pas convaincu par la cohérence des équipes, ni par leur capacité à porter un vrai projet d'avenir pour Liège. Pierre Volper, réaction. Oui, j'étais un peu étonné quand j'ai lu le message que Éric Pirard a envoyé tout à la communauté universitaire recommandant de voter à personne. Parce qu'il faut connaître les conséquences. Si aucun des deux candidats ici présents n'a 50% après le tour de la semaine prochaine. Là, on rentre dans la technique. Là, hein. Non, mais je dis, bon, une petite règle électorale, il faut que l'un ou deux obtienne 50% pour être élu. Si ce n'est pas le cas, parce qu'il y a des votes à personne en trop grand nombre, bon, qu'est-ce qui se passe? On recommence tout. Alors, quel est le but de recommencer tout? Là, c'est là que je me pose la question. Pourquoi est-ce qu'Éric Pirard pousse à ça? Est-ce qu'il souhaite se représenter? C'est-à-dire, voilà, si on recommence tout, j'aurai une chance d'être élu. On a voté une fois, ça suffit. Si chaque fois qu'on perd une élection, on va la faire commencer pour être élu, il y a quand même un petit problème. Donc je pense que cet état d'esprit n'est pas bon. En plus, ce sont des statuts qui ne sont pas bons, alors. Je pense que cette règle n'a pas été bien conçue, effectivement. Parce que, vous savez, imaginez que vous avez deux candidats, nous deux, qu'on est chacun à peu près 49%. Il y a 2% de vote à personne. On recommence tout. Est-ce que ça a un sens? Albert Corré, votre avis là sur la question? Écoutez, Éric Pirard, quelqu'un que j'apprécie, je l'ai fréquenté puisqu'il a travaillé un peu comme conseiller ou expert pour moi pendant ces
presque 4 années. Mais il ne veut pas voter pour vous. Non, et je pense que nous avons des points qui nous rapprochent, ça c'est clair. Maintenant, chacun est libre de s'exprimer comme il le veut, et il a chaque fois souligné le fait qu'il n'était pas un candidat fantoche pour l'un de nous deux. Et c'est ça qu'il voulait dire chaque fois. Et il s'est exprimé, il avait dit je ne ferai aucune recommandation. Bon, il a dit à personne. C'est pas vraiment une personne en personne, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et c'est un choix, il faut le respecter. Et moi, je fais confiance à l'électeur. J'ai eu un appel de l'électeur ici qui a voté moins fortement pour moi, mais je suis confiant ici. Je pense que j'ai bien compris ce que l'électeur veut et je pense que je vais me remonter. Philippe Cochineau pour RCF. Avez-vous le sentiment que le processus électoral que vous avez mis en place est vraiment démocratique? Ou bien doit encore être amélioré pour être encore plus démocratique? Oui. Écoutez, qu'est-ce que ça veut dire démocratique? Bon, je pense que ce qui est important dans une démocratie, c'est qu'on ne puisse pas s'accrocher au pouvoir. Et je pense que de ce qui se passe à l'heure actuelle montre qu'effectivement, il y a un aspect démocratique à notre système de désignation du recteur. Est-ce que c'est le meilleur système qui soit? Ça, c'est une autre question. Mais vous voyez, ce qui est important, c'est qu'il y ait d'alternance. Vous avez parlé d'alternance philosophique, mais moi je parle d'alternance de personnes, de point de vue, de façon de travailler. Et en fait, ce qu'on a constaté quand même dans l'université, c'est qu'il y a une tendance à ne pas avoir d'alternance, à avoir des gens qui se succèdent, ayant été premier vice-recteur du recteur précédent. Ça s'est passé de plusieurs fois dans le passé. Et je trouve que c'est dommage. Ça montre quand même qu'il y a des limites à notre système. Anne Gerdet pour 48 FM. On parle du système d'élection. J'ai quand même envie de revenir 30 secondes sur la pondération des voix, qui est assez particulière. Est-ce que vous trouvez ça normal que les étudiants soient le plus grand corps d'élection? On a quand même 24 000 et qu'on ait 15% des voix. Pourquoi? Oui, parce que la voix n'est pas la même pour tout le monde lors de cette élection. Exactement. D'autres personnes me posent la même question. Et j'ai reçu un mail tout à l'heure d'étudiante en doctorat qui est à la fois un statut de personnel scientifique et de personnel étudiant. Bon. Et elle m'a écrit ceci, elle dit, est-ce qu'il est normal que je vote comme personnel scientifique et pas comme étudiant? Parce que les étudiants ont 15%. Donc elle dit, voix compterait plus. En fait, ce n'est pas le cas parce qu'il y a beaucoup plus d'étudiants électeurs que d'étudiants scientifiques. Donc en fait, son calcul n'était pas tout à fait le bon. Mais vous voyez, cette préoccupation de dire, est-on bien représenté, n'est pas uniquement au niveau des étudiants. C'est assez général dans l'université. Alors, la question de savoir, bon, imaginez qu'on a un scrutin non pondéré. Une voix, une personne, une voix. On va dire c'est démocratique. Oui. Non, l'enjeu de l'élection pour les différentes personnes n'est quand même pas tout à fait le même. Pourtant, l'éducation est aussi importante qu'un travail. Bien sûr. Mais on est de passage dans l'université quand on est étudiant. Quand on y travaille, on est là pour une longue durée. En général, parfois plus courte, mais ça varie. Donc, il y a des différences au niveau de l'implication aussi dans la vie de l'université. Vous savez, j'étais étonné par des discussions avec des étudiants, quand on parlait d'élection du recteur. Bon, l'autre de mes étudiants avait appris que j'étais candidat. Il me dit, vous êtes candidat? Je dis oui. Et je me suis aperçu en parlant avec cet étudiant qu'il ne savait pas qu'il allait pouvoir voter. C'est surprenant, mais c'est normal parce qu'il était dans l'université depuis quelques années seulement, il n'avait pas vu l'élection précédente, il n'était simplement pas au courant de ce fait. Donc je pense que le niveau d'information des différents corps de l'université n'est pas le même, et c'est important. Messieurs, le temps passe vite, nous arrivons à votre conclusion. Je vous laisse 30 secondes chacun pour conclure, pour me dire pourquoi il faut voter pour vous. 30 secondes montre en main, Pierre Volper. Pour avoir une université qui fonctionne, il y a du plaisir au travail, du bien-être au travail, du plaisir à l'étude, et une université qui va de l'avant, qui va rayonner dans le monde et dans la région. Voilà, Albert Corret, vous avez 30 secondes pour conclure. Pourquoi faut-il voter pour vous? Une université qui forme des étudiants qui vont pouvoir jouer un rôle responsable au sein de la société et des chercheurs qui permettent en tout cas aussi à ce que la région et l'ensemble du monde finalement se développent et que la science progresse. Mesdames, Messieurs, merci pour ce débat. Albert Corret, Pierre Volper, donc le second tour de votre élection aura lieu la semaine prochaine. À très bientôt pour d'autres actualités, pour d'autres débats. Vous avez eu l'occasion ici de nous évoquer votre vision d'avenir du Liège. Et pour les auditeurs d'RCF, à la semaine prochaine.